y a de fortes chances que vous ayez écouté de la musique aujourd'hui. Peut-être dans votre voiture, en préparant votre café pendant votre séance de sport, ou simplement en regardant une vidéo sur Internet. La musique accompagne nos journées avec une telle discrétion que nous finissons par ne plus remarquer sa présence. Elle est dans les magasins, dans les films, dans les jeux vidéo, les publicités, les restaurants, les ascenseurs, les stades, les cérémonies, les mariages et les enterrements. Il suffit de tendre l'oreille quelques minutes pour comprendre qu'il est devenu presque impossible de passer une journée entière sans en entendre. Et pourtant, avez-vous déjà essayé d'imaginer un monde sans musique ? Un monde où personne ne chante, où aucun instrument n'existe, où les films sont privés de bande originale, où les fêtes se déroulent dans le silence et où un enfant ne s'endort jamais au son d'une berceuse. Cette idée paraît presque absurde, comme si la musique avait toujours fait partie de notre existence. Mais justement, est-ce vraiment le cas ? À quel moment de notre histoire est-elle apparue ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils commencé à produire des sons qui, en apparence, ne servaient ni à se nourrir, ni à se protéger, ni à construire un abri ? Et surtout, pourquoi continuons-nous à consacrer autant de temps à une activité qui ne semble répondre à aucun besoin vital immédiat ? Personne ne connaît précisément la première musique de l'histoire. Les sons ne laissent aucun fossile, et les chants de nos ancêtres se sont éteints avec ceux qui les interprétaient. Les archéologues ont néanmoins retrouvé dans plusieurs grottes du sud de l'Allemagne des flûtes vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années, fabriquées à partir d'os d'oiseaux et d'ivoire de mammouth. Elles ne prouvent pas que la musique est née à cet endroit ni à cette époque. Elles constituent simplement quelques-unes des plus anciennes traces matérielles qui nous soient parvenues. Avant ces instruments, il y eut probablement des voix, des battements de mains, des pierres entrechoquées, des morceaux de bois utilisés comme percussion. Notre premier instrument était sans doute celui que nous possédons encore aujourd'hui, notre propre corps. Mais une voix ne fossilise pas, elle disparaît sans laisser d'empreinte. Et c'est sans doute pour cette raison que les origines de la musique resteront toujours en partie mystérieuses. Malgré ce mystère, un constat s'impose. Partout où les chercheurs ont étudié des sociétés humaines, ils ont rencontré des formes de musique. Les mélodies changent, les rythmes aussi. Les instruments et les manières de chanter évoluent également. Et les êtres humains semblent toujours avoir trouvé une raison de produire ensemble des sons organisés. La musique n'est donc pas seulement un divertissement que différentes civilisations auraient inventé chacun de leur côté. Elle semble remplir des fonctions suffisamment importantes pour être réapparue sous des formes très diverses à travers toute l'histoire humaine. Mais parler de besoin reste délicat. Nous pouvons évidemment survivre quelques jours sans écouter une chanson. La musique n'est pas indispensable à notre organisme, comme l'eau ou la nourriture. En revanche, elle semble répondre à d'autres besoins profondément humains. Ressentir, anticiper, se souvenir, communiquer et appartenir à un groupe. Pour le comprendre, il suffit d'observer ce qui se passe lorsque nous écoutons un morceau que nous aimons. Notre cerveau ne reçoit pas simplement une succession de sons. À chaque instant, il essaie de deviner ce qui va suivre. Il repère un rythme, reconnaît une structure, attend le retour d'une mélodie ou d'un refrain. Lorsqu'un compositeur retarde légèrement ce retour, introduit un accord inattendu ou laisse une tension se prolonger, notre attente grandit. Et lorsque la musique retrouve enfin un chemin qui nous paraît cohérent, cette attente peut se transformer en plaisir. Au début des années 2010, une équipe dirigée par la chercheuse Valorie Salimpour a observé ce phénomène chez les personnes écoutant des morceaux capables de leur provoquer des frissons. Les chercheurs ont constaté que la musique pouvait entraîner une libération de dopamine dans le système de récompense du cerveau. Plus étonnant encore, les régions principalement impliquées n'étaient pas exactement les mêmes selon le moment. Le noyau codé était davantage sollicité durant l'anticipation, tandis que le noyau accumbens intervenait plus fortement au moment où l'émotion atteignait son sommet. Autrement dit, une partie du plaisir musical ne parvient pas seulement de la note que nous entendons, mais de celle que nous attendons. Imaginez l'introduction d'un morceau que vous connaissez par cœur.
Avant même l'arrivée du refrain, vous savez qu'il approche. Votre cerveau en a compris la durée, la trajectoire et les tensions, et il prépare déjà la suite. La musique peut alors jouer avec cette attente, la satisfaire ou la surprendre, exactement comme une histoire peut nous tenir en haleine avant d'en révéler le dénouement. Quelques années plus tard, une autre expérience a montré que l'activité du noyau accumbens et sa communication avec les régions auditives permettaient même de prédire combien un auditeur était prêt à payer pour acquérir un morceau qu'il entendait pour la première fois. Le plaisir musical semble donc naître de la rencontre entre les sons qui arrivent à nos oreilles, les modèles que notre cerveau a construits au fil de notre vie et la récompense qu'il attribue à certaines découvertes. Cela explique pourquoi nous ne sommes pas tous émus par les mêmes chansons. Une mélodie ne pénètre jamais dans un cerveau totalement vierge. Elle rencontre des années d'écoute, des habitudes, des souvenirs, des voix familières et des attentes différentes. Le même morceau peut ainsi laisser une personne parfaitement indifférente et en bouleverser une autre. Mais l'anticipation et le plaisir ne suffisent pas encore à expliquer la place immense que la musique occupe dans notre existence. Car elle possède une autre faculté, peut-être plus troublante encore, celle de rattacher un son à un moment de notre vie, puis de conserver ce lien pendant des années. Il suffit parfois de quelques notes pour qu'un lieu, une personne ou une époque entière ressurgisse. Et c'est là que la musique cesse d'être uniquement un plaisir. Elle devient une mémoire. Nous avons presque tous déjà vécu cette expérience étrange. Une chanson que nous n'avions pas entendue depuis des années commence à jouer, et sans que nous ayons cherché à nous souvenir de quoi que ce soit. Tout revient. Un visage, une odeur, un trajet en voiture, une soirée d'été. Pendant quelques secondes, nous ne nous rappelons pas simplement un événement passé. Nous avons presque l'impression de le revivre. En 2009, le neuroscientifique Peter Jonata de l'Université de Californie à Davis a tenté de comprendre ce phénomène en faisant écouter à des participants des chansons populaires correspondant à leur jeunesse, pendant que leur activité cérébrale était observée par imagerie. Ces travaux ont notamment mis en évidence le rôle du cortex préfrontal médian, une région qui semblait suivre la structure de la musique, tout en s'activant lorsque celle-ci déclenchait un souvenir personnel particulièrement fort. La musique ne faisait donc pas seulement ressurgir une image isolée, elle semblait reconnecter la chanson, l'émotion et un épisode entier de la vie de l'auditeur. Lorsqu'un morceau accompagne un événement important, il ne reste pas seul dans notre mémoire. Il s'associe au lieu, aux personnes présentes, aux émotions ressenties et parfois même à des détails dont nous n'avions plus conscience. Des années plus tard, quelques notes peuvent alors suffire à réactiver tout cet ensemble. Des travaux plus récents confirment d'ailleurs que les souvenirs autobiographiques provoqués par la musique sont souvent particulièrement personnels, émotionnels et vivaces. Voilà pourquoi certaines musiques semblent presque appartenir à une époque de notre vie, comme si elle en avait conservé l'atmosphère. Une chanson ne nous rappelle pas seulement ce qu'il s'est passé. Elle peut également faire revenir une partie de l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvions à ce moment-là. Cette faculté est aujourd'hui étudiée dans l'accompagnement de certaines maladies neurodégénératives. Chez les personnes atteintes de troubles cognitifs, des musiques profondément liées à leur histoire peuvent parfois faciliter temporairement l'accès à des souvenirs ou à des émotions personnelles. Cela ne signifie évidemment pas que la musique guérit la maladie d'Alzheimer, mais qu'elle peut constituer chez certains patients une voie d'accès vers des souvenirs devenus difficiles à atteindre autrement. Si elle possède un tel pouvoir sur notre mémoire, c'est également parce qu'elle agit profondément sur nos émotions. Nous avons tendance à croire que nous choisissons une musique simplement parce qu'elle correspond à notre humeur, alors qu'en réalité, nous nous en servons très souvent pour transformer cette humeur. Avant une compétition, certains recherchent des morceaux capables d'augmenter leur énergie et leur confiance. Après une journée difficile, d'autres préfèrent des musiques plus lentes pour retrouver leur calme. Nous pouvons écouter une chanson pour nous concentrer, nous rassurer, nous motiver, prolonger une joie ou simplement donner une forme à une émotion que nous n'arrivons pas encore à exprimer. Nos choix d'écoute ne sont pas totalement aléatoires. Nous sélectionnons souvent un morceau en fonction de l'effet que nous attendons de lui, comme si nous avions appris, parfois sans même nous en rendre compte,
à utiliser la musique pour réguler notre propre état intérieur. Une question continue pourtant d'intriguer les chercheurs. Pourquoi aimons-nous parfois écouter des musiques tristes, y compris lorsque nous sommes déjà fragiles ou mélancoliques ? À première vue, ce comportement semble paradoxal. Si nous cherchons naturellement à éviter la souffrance, pourquoi choisir volontairement une chanson capable de provoquer des larmes ? En 2016, le psychologue de la musique Thomas Eirola et son équipe ont fait écouter à des participants des morceaux instrumentaux très tristes qu'ils ne connaissaient pas. Leurs résultats ont montré que ces musiques ne provoquaient pas une émotion unique, mais plusieurs formes de tristesse très différentes. Certaines étaient ressenties comme inquiétantes ou pénibles, tandis que d'autres étaient décrites comme apaisantes ou profondément émouvantes. Le sentiment d'être touché, davantage que la tristesse seule, semblait jouer un rôle central dans le plaisir ressenti. Une vaste synthèse publiée en 2015 par Matthew Sach et plusieurs chercheurs proposait déjà 3 conditions permettant de comprendre ce paradoxe. La tristesse musicale peut devenir agréable lorsqu'elle est perçue comme dépourvue de danger réel, lorsqu'elle possède une beauté esthétique et lorsqu'elle apporte un certain bénéfice psychologique. Par exemple, en facilitant la réflexion, l'empathie ou la régulation de l'humeur. Une musique triste nous permet ainsi d'approcher une émotion douloureuse dans un cadre protégé. Nous pouvons ressentir la perte, le manque ou la mélancolie, tout en sachant qu'aucun événement tragique n'est réellement en train de se produire. Cette distance rend l'émotion supportable et peut même lui donner une forme de beauté. La chanson ne supprime pas nécessairement la tristesse, mais elle lui offre un espace, une durée et une structure. Elle peut nous aider à reconnaître ce que nous ressentons et à comprendre que cette émotion n'appartient pas qu'à nous. Et c'est peut-être pour cette raison qu'une chanson triste peut paradoxalement devenir réconfortante. Elle ne nous affirme pas que tout va bien. Elle nous montre simplement que quelqu'un d'autre a déjà ressenti quelque chose qui ressemble à ce que nous traversons. Mais la musique ne s'adresse pas seulement aux individus. Depuis ses origines, elle agit également sur les groupes. Il suffit d'observer un stade entier chantant à l'unisson, une foule frappant des mains en même rythme pendant un concert, des soldats marchant en cadence, des croyants partageant un chant. Dans toutes ces situations, la musique organise les comportements dans le temps. Elle aligne les gestes, les voix et les mouvements, et peut parfois rapprocher les états physiologiques des participants. Cette synchronisation possède des effets mesurables. Dans une synthèse publiée en 2015, la neuroscientifique Laurel Trainor rappelait que les adultes qui bougent ensemble de manière synchronisée déclarent ensuite davantage apprécier les autres participants, leur faire davantage confiance et se montrer plus disposés à coopérer que ceux dont les mouvements ne sont pas coordonnés. La même année, l'anthropologue Bronwyn Tarr et ses collègues ont étudié des participants dansant en groupe. Ils ont observé que la synchronisation des mouvements, tout comme l'effort physique partagé, augmentait le sentiment de proximité entre les membres du groupe. Les chercheurs ont également mesuré une augmentation du seuil de tolérance à la douleur, utilisé dans cette expérience comme indice indirect de l'activité du système des endorphines. Bronwyn Tarr, Jack Loney et Robin Dunbar avaient auparavant proposé 2 mécanismes susceptibles d'expliquer ce rapprochement. Le fait de se percevoir momentanément comme plus semblable aux autres lorsque les corps bougent ensemble et l'intervention possible des endorphines libérées pendant certaines activités rythmiques collectives. Il ne s'agit pas d'une explication définitive de l'origine de la musique, mais d'une piste sérieuse permettant de comprendre pourquoi chanter, danser ou jouer ensemble peut renforcer aussi puissamment les liens sociaux. Lorsque plusieurs personnes chantent ou dansent au même rythme, elles ne partagent donc pas seulement une mélodie. Elles accomplissent la même action au même moment, prédisent ensemble le prochain battement et éprouvent physiquement leur appartenance à un ensemble plus vaste qu'elles-mêmes. Plusieurs chercheurs ont proposé que cette capacité ait pu jouer un rôle important au cours de l'évolution humaine, en favorisant la cohésion de groupes devenus de plus en plus nombreux. Cette origine précise reste débattue, car aucune étude ne peut directement observer les intentions de nos lointains ancêtres. Il serait donc impossible d'affirmer que la musique est apparue pour une raison unique. En revanche, les expériences contemporaines montrent clairement qu'une activité musicale partagée peut favoriser la proximité,
la confiance et la coopération. La musique semble ainsi répondre à plusieurs dimensions fondamentales de notre existence. Elle stimule notre système de récompense en jouant avec l'attente et la surprise. Elle s'attache à nos souvenirs et peut les faire ressurgir des années plus tard. Elle nous aide à modifier, comprendre ou supporter nos émotions. Enfin, lorsqu'elle est partagée, elle nous permet de nous synchroniser avec les autres et de ressentir plus fortement notre appartenance à un groupe. La question de départ était peut-être au fond plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Nous nous demandions pourquoi nous avions besoin de musique, comme si elle était un objet extérieur que l'humanité aurait choisi d'ajouter à son existence. Tout indique qu'elle est profondément liée à la manière dont notre cerveau anticipe, ressent, mémorise et entre en relation avec les autres. Nous pouvons sans doute survivre sans écouter de musique. Elle n'est pas indispensable à notre organisme, comme le sont l'eau, la nourriture ou le sommeil. Mais elle répond à d'autres besoins, moins visibles et pourtant essentiels. Donner une forme à nos émotions, inscrire nos souvenirs dans le temps, partager ce que les mots ne suffisent pas toujours à exprimer et nous sentir reliés à ceux qui nous entourent. Alors, avons-nous réellement besoin de la musique ? Au début de ce documentaire, cette question semblait presque impossible à trancher. Aujourd'hui, la science ne permet pas toujours d'y répondre de manière définitive. En revanche, elle nous montre quelque chose d'essentiel. La musique n'agit pas sur une seule fonction de notre cerveau. Elle mobilise en même temps notre capacité à anticiper, à ressentir, à mémoriser, à apprendre et à créer du lien avec les autres. Autrement dit, elle ne sollicite pas une attitude isolée. Elle fait dialoguer plusieurs des mécanismes qui participent à notre manière d'être humain. C'est peut-être pour cette raison qu'elle est présente dans toutes les cultures connues et qu'elle traverse les époques sans jamais disparaître. Non pas parce qu'elle serait indispensable à notre survie, mais parce qu'elle répond à des besoins qui dépassent largement le simple fait de rester en vie. Nous ignorons encore pourquoi nos ancêtres ont commencé à chanter il y a des dizaines de milliers d'années. En revanche, nous comprenons de mieux en mieux pourquoi, des millénaires plus tard, nous continuons à le faire. Et il est peut-être là le véritable pouvoir de la musique. Non pas dans les notes elles-mêmes, mais dans ce qu'elles réveillent en nous.